Nous voilà partis pour de nouvelles aventures en Europe centrale cette fois. La République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et enfin Berlin. Après 12 heures de route, nous sommes à la frontière germano-tchèque. Mais nous avons la curieuse impression d'être en Asie. Heureusement, les Vietnamiens qui gèrent cet immense complexe commercial nous mettent sur la bonne voie, celle du camping de Cheb, où nous prenons notre premier apéro du voyage. Notre périple dans la moitié ouest de la République tchèque va nous permettre de découvrir la région historique de Bohême, renommée pour ses villes d'eau et ses cristalleries, puis la Moravie du Sud, où eut lieu la bataille d'Austerlitz. Le décor sonore est planté. Nous sommes dimanche matin 22 mai et la ville de Cheb semble somnoler tandis que les agents d'entretien s'activent dans les rues désertes. L'immense place centrale est rehaussée de maisons bourgeoises, dont quelques jolies maisons médiévales proches de l'église où la population est rassemblée. La place s'anime peu à peu après la messe, en prévision de l'après-midi festif, et un chœur russe pousse la chansonnette. Marienbad est avec Francisco-Villazné et Karlovy Vary l'une des 3 villes d'eau du Triangle d'Or. À 600 mètres d'altitude, son charme romantique a attiré Goethe, Chopin ou encore Édouard VII d'Angleterre. De superbes jardins agrémentés de jets d'eau gravissent les flancs de la colline jusqu'à la célèbre grande colonnade Lasinska, construite en 1889 selon le procédé des armatures de fonte et d'acier cher à Gustave Eiffel. Les animations battent leur plein le week-end pour divertir une population de curistes plutôt âgés. À chaque heure impaire, la fontaine chantante attire la foule avec ses ballets de jet d'eau sur fond de musique classique. Impossible de quitter la ville sans grignoter les gaufrettes, les oplatki, que les curistes dégustent traditionnellement, un verre d'eau à la main.
Sur le chemin du retour vers Cheb, nous visitons Francisco Villasné. C'est la plus petite mais non la moins pittoresque des villes thermales du triangle de Bohême. Ses eaux sont réputées pour le traitement des troubles cardiovasculaires, mais aussi de la fertilité. Milan Kundera raconte qu'on y traitait la fertilité de diverses manières et que l'on se méfiait quand son conjoint venait de s'y séjourner. La ville est déserte en cette fin d'après-midi. L'architecture de la ville est basée sur le style empire du XIXe siècle. Ici, moins de chantilly, de pastels ou d'arabesques qu'à Marienbad, mais de jolies bâtisses qui forment une belle unité où le jaune et le blanc dominent. À Karlovy Vary, le musée de la manufacture Moser retrace l'histoire des 150 ans de l'usine au travers de plus de 2000 objets et de présentations vidéo qui mettent en valeur un extraordinaire savoir-faire. Le slogan « The Glass of Kings, The King of Glass » est lié à la société Moser, fondée en 1857 en raison de sa clientèle de renom, qui, outre Édouard VII et la cour impériale d'Autriche, comptait des personnalités tels le pape Pie XI et le sultan de Turquie. Ludwig Moser a mis au point un verre sans plomb et sans sodium de potassium qui est plus écologique que le verre au plomb, en étant pourtant extrêmement solide et qui reste la base des produits de la marque. En raison de sa réputation internationale, la société fut à même de conserver une certaine indépendance au cours de la période communiste, tandis que le reste de l'industrie du verre tchèque était nationalisé en 1948. L'ambiance qui règne dans l'atelier est assez surréaliste. S'agissant d'un métier d'art, on a l'impression que rien n'a changé depuis le XIXe siècle, hormis peut-être la musique d'ambiance. La chaleur est étouffante, le bruit intense, le savoir-faire immense et le plaisir des yeux varie à l'infini. Chapeau, messieurs.
La ville de Karlovy Vary est historiquement célèbre pour ses sources d'eau chaude. On y compte pas moins de 12 sources principales et 300 secondaires. Cette grande station thermale était le rendez-vous mondain du 19e et début 20e. L'aspect actuel de Karlovy Vary date d'ailleurs essentiellement de cette époque et porte le sceau des styles néoclassique et art nouveau. Pour faire couleur locale, nous achetons un calice sec, curieuse tasse canard avec bec verseur. La célèbre marque de chaussures est née en République tchèque en 1894. Les sources s'abritent sous un bel alignement de colonnades, le corps des spas de Bohême. C'était jadis le rendez-vous mondain où les dames en crinoline draguaient les princes. Aujourd'hui, en blue jeans et t-shirt, on savoure toujours son eau en marchant à petits pas. Nous déjeunons au bord de la rivière Tepla aux eaux fumantes, puis flânons le long des quais de cette ville au charme désuet. Les publicités témoignent de la présence d'une clientèle majoritairement russe. Après quelques heures de route, nous arrivons en banlieue de Prague. Nous nous installons au bord de la Vltava et reprenons des forces pendant que les tambours donnent le rythme aux pelles des pratiquants d'aviron. Les transports publics sont denses dans toutes les villes des ex-pays d'Europe de l'Est et le centre-ville de l'ancienne capitale de la Tchécoslovaquie est très proche. Nous avons rendez-vous avec notre guide Barbara sous la queue du cheval de Venceslas Ier de Bohême, comme on dit à Prague. Cette place est juste au pied du musée national. À côté de l'imposant musée a été construite une extension moderne qui est proche de l'Opéra-Théâtre. Ce mémorial est dédié à Jan Palach et Jan Zajíc qui se sont immolés par le feu en 1969 pour protester contre l'occupation soviétique. Les façades qui bordent ce mini Champs-Élysées sont originales, variant du néo-gothique à l'Art nouveau. Barbara nous entraîne dans l'univers fascinant des passages pragois, véritable labyrinthe dans la ville, comme le passage Lucerna au riche marbre polychrome. Au cœur du passage du même nom, le premier cinéma permanent de Prague et un café à l'ambiance intimiste et à l'aménagement art déco. Dans un coin du dédale où se côtoient commerce et lieux de culture, un bien curieux ascenseur que nous testons. Avant de goûter au schlebikis, des toasts aux garnitures variées. Comme les Pragois qui les utilisent souvent comme raccourcis, nous traversons les jardins des franciscains. L'église gothique Notre-Dame-des-Neiges, qui jouxte ce jardin public, est une basilique à 3 nefs dont la construction a débuté en 1347. La voûte culmine à 34 mètres. Nous gagnons la première bouche de métro pour filer de l'autre côté de la rivière appelée le Petit Côté ou Malá Strana en tchèque. Les jardins du Sénat servent d'écrin au palais construit au XVIIe siècle pour Albert de Wallenstein, général des armées impériales. Les Pragois qui ont de l'humour disent que les 164 chevaux du palais coûtaient moins cher que les 81 sénateurs. Il fait beau et chaud et un rafraîchissement s'impose avant de poursuivre la découverte de ce très beau quartier pragois. Face au siège de l'ambassade de France, le mur John Lennon se voulait depuis sa mort un clin d'œil à l'Occident. À l'époque communiste, les autorités le nettoyaient tous les jours, mais des contestataires repeignaient aussi sec. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui y laissent une trace de leur passage, souvent sans lien avec le chanteur.
Les amoureux du XXIe siècle attachent sur cette grille un cadenas avec leurs initiales, une inscription ou encore une date avant de jeter la clé dans le fleuve. Il s'agit des cadenas d'amour, une tradition à laquelle nous sacrifions volonté, Barbara nous ayant offert un solide cadenas. Le pont Charles, le monument emblématique de Prague, fut achevé en 1402. Long de 520 mètres, il est bordé de statues baroques, dont celle de Saint Jean Népomucène, jetée par-dessus le pont en 1393, le roi n'acceptant pas que le prêtre ne lui répète pas ce que la reine lui avait confessé. Au pied du pont s'étend le ghetto de Prague, autrefois un dédale de ruelles, aujourd'hui traversé par de larges rues commerciales. Par manque de place, on a superposé dans ce cimetière juif du XVe jusqu'à 12 couches de tombes et on estime que 100 000 personnes sont enterrées là. La place de la Vieille Ville est un endroit extrêmement vivant de jour comme de nuit. En face, la célèbre église Notre-Dame du Thym, avec ses flèches hautes de 80 mètres, est enchâssée dans un pâté de maisons, plus belles les unes que les autres. La place de la Vieille Ville, ancienne place de marché, est mentionnée pour la première fois en 1091. La statue de Jean Hus, un réformateur des XIVe et XVe siècles, a été élevée en 1915. À l'opposé, s'élève la tour carrée de l'hôtel de ville du XIVe siècle et sa magnifique horloge astronomique. L'horloger qui construisit cette horloge aurait eu les yeux brûlés afin qu'il n'en construisit pas une autre ailleurs. On peut y lire les positions relatives du Soleil, de la Lune, les constellations du zodiaque, ainsi que toutes sortes d'informations cycliques comme la durée du jour et de la nuit. Les sgraffites qui décorent la façade de la maison de la Minute remontent au début du XVIIe siècle. Ils reproduisent différents thèmes mythologiques. Pendant ce temps, l'animation bat toujours son plein sur la Grande Place, où nous dégustons une pâtisserie traditionnelle, le Tredelnik. À l'angle de la place se dresse l'église Saint-Nicolas, dans un pur style baroque. À l'intérieur, un grand lustre de cristal de Bohême de style byzantin. En nous dirigeant vers la place de la République, au milieu d'un quartier art déco, nous visitons avec bonheur le musée consacré à Alphonse Mucha, artiste tchèque très connu en France pour sa période parisienne, synonyme de la Belle Époque. Un style et des images que nous retrouvons dans la magnifique verrière de l'hôtel Paris, chef-d'œuvre de l'architecture Art Nouveau. La tour poudrière du XVe siècle est l'une des 13 portes qui gardaient l'entrée de la ville de Prague. Ce matin, direction Malá-Strana pour visiter la cathédrale et les abords de l'ancien palais royal.
L'architecte français Mathieu Darras commence la construction de la cathédrale Saint-Guy en 1344, mais la construction n'a été achevée qu'au XXe siècle. Les voûtes gothiques de l'allée centrale s'élèvent à 33 mètres et de superbes vitraux filtrent la lumière. Celui-ci fut dessiné par Alphonse Muchat. On reconnaît bien les visages féminins. Le plus grand édifice religieux de République tchèque servit de mausolée royal, comme Saint-Denis en France, et de lieu de sacre, comme Reims. Ce tombeau en argent est celui de Saint Jean Népomucène. La porte d'or, ancienne entrée solennelle, est surmontée d'une belle mosaïque dorée du XVe siècle qui illustre le jugement dernier. La tour est dominée d'un clocher Renaissance. De là-haut, la vue sur Prague est superbe. On aperçoit le pont Charles IV et la façade ocre de la basilique Saint-Georges. Celle-ci, très sobre, abrite entre autres le tombeau de sainte Ludmilla, la grand-mère de saint Venceslas, étranglée sur ordre de sa belle-sœur alors qu'elle s'agenouillait pour prier. Cette petite chapelle est dédiée à saint Jean Népomucène. Nous descendons la colline en direction de la place Malostranké et croisons la relève de la gare. Au fond de la place, quelques commerces ont conservé leur enseigne traditionnelle. L'église Saint-Nicolas est souvent désignée comme le plus bel édifice du baroque tchèque, à la fois du point de vue architectural, mais aussi du point de vue de la décoration intérieure. Paul Claudel, qui fut consul à Prague, en fut tout ébahi. Mozart y joua de l'orgue. La tour du pont Charles IV, côté Malastrana, est la plus petite des deux tours. Revenus sur Staré Mesto, du grand côté donc, nous rejoignons en piétinant notre station de tram, toujours le nez en l'air, pour admirer sans en perdre une miette cette succession de façades et de styles architecturaux. Parmi les ensembles modernes, la maison qui danse de l'architecte Frank Gehry.